Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix dans votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Laurélie. Bonjour Bertrand. On est ravis de t'accueillir, on va parler de data science et c'est un métier extrêmement intéressant que la communauté du Gagne-Pain nous a beaucoup demandé. Mais d'abord, j'aimerais que tu te décrives en quelques mots. Alors moi je m'appelle Laurélie, j'ai 30 ans, je viens de Paris où j'ai fait la majorité de ma scolarité. J'ai eu mon bac S en 2009, après j'ai enchaîné sur une classe préparatoire ECS, aux écoles de commerce, avant de faire une école de commerce. Peux-tu nous décrire, Laurélie, ton parcours professionnel avant l'entreprise dans laquelle tu travailles aujourd'hui ? Alors j'ai eu un parcours qui est très orienté data très tôt. J'ai commencé par un stage chez Canal+ aux études d'audience. Ensuite, j'ai fait une alternance chez Bearing Point en tant que business analyst, Bearing Point étant un cabinet de conseil. Après, j'ai eu une première expérience en CDI dans un cabinet de conseil en tant que business analyst aussi. Puis en tant que data analyst marketing chez Google, puis à mon compte. Ok, bravo, beau parcours. Est-ce que tu peux nous dire maintenant dans quelle entreprise tu travailles et quel métier tu exerces ? Alors aujourd'hui, je suis data scientist chez Rakuten sur des sujets essentiellement marketing et business depuis à peu près 1 an. Rakuten, c'est une entreprise japonaise qui a été fondée en 1997, qui est présente dans 30 pays avec 80 services différents qui vont de la fintech à la télécommunication en passant par une plateforme e-commerce orientée économie circulaire, service sur lequel je suis plus particulièrement impliquée. Et donc, tu es data scientist chez Rakuten, ça veut dire que tu gères quel type de données, quel type de service aujourd'hui ? Alors moi, je suis sur la marketplace, donc mon rôle va être essentiellement de m'occuper de sujets marketing et de répondre à des questions business, marketing. Donc, est-ce que les clients vont revenir sur notre plateforme ? Est-ce qu'une annonce va se convertir ou pas ? Voilà, c'est des sujets qui sont plus particulièrement dans mon quotidien. Marketplace, pour ceux qui nous écoutent, c'est l'endroit où des commerçants peuvent vendre des produits chez Rakuten. Des commerçants, mais aussi des particuliers. C'est quand même une grosse partie de notre activité. En fait, vous, comme moi, pouvons déposer une annonce pour aller vendre le livre que nous avons lu et dont on ne sait plus vraiment quoi faire. Laurélie, est-ce que tu peux décrire les missions quotidiennes d'un data scientist chez Rakuten ? Alors, j'ai 3 missions principales. La première, ça va être de l'analyse de données. La deuxième, ça va être de l'automatisation. Et la troisième, ça va être de la modélisation. Donc, sur l'analyse de données, ça va être de l'analyse de données de gros volumes. On parle de plusieurs millions de lignes, en fait, pour ceux qui en font un peu d'Excel. Donc, c'est avec des outils qui ne sont pas forcément les outils utilisés par des data analystes. Et l'idée, c'est d'avoir un petit peu une image de ce que fait Rakuten, de comment se porte l'activité et des problèmes qu'on peut éventuellement rencontrer. Sur la partie automatisation, je vais aller aider mes collègues à automatiser les tâches qui sont un petit peu redondantes en utilisant le code et donc créer en fait ce qu'on appelle des scripts pour pouvoir les aider dans leur quotidien. Et là, c'est Python, un peu la base ? Et là, c'est Python. C'est D'accord. beaucoup de Python. Et la troisième ? Et la troisième, c'est la modélisation. Donc, c'est surtout un peu le cœur de la data science. C'est vraiment pouvoir utiliser des mathématiques pour pouvoir faire ce qu'on appelle des prédictions sur différents sujets. Et donc là, on est un peu au cœur de ce qui nous intéresse et je pense qui intéresse la communauté du Gagne-Pain. C'est cette différence qui peut exister entre le métier de data analyst qu'on a déjà interviewé au sein du Gagne-Pain et le métier de data scientist. Donc je veux bien qu'on revienne sur cette différence. Quels sont d'abord les traits communs de ces deux métiers, puis après on verra quelles sont les différences. Il y a un trait commun qui est l'analyse de données. Les deux métiers vont faire du traitement de données et de l'analyse de données, parfois sur des gros volumes pour les deux. Mais là, la vraie différence, ça va être sur l'objectif de cette analyse de données et les outils qu'on va utiliser pour pouvoir faire ça.
L'analyse, il y a donc ce premier trait commun entre les deux métiers. Est-ce que tu peux quand même expliquer les différences entre l'analyse pour un data analyst et l'analyse pour un data scientist? Alors, le data analyst va s'occuper de problématiques qui vont être dans le passé et dans le présent. Dans le passé, ça va être un peu voir ce qui s'est passé sur notre plateforme, comment se sont comportés les clients, quels ont été les différents achats qui ont pu être faits. Et dans le présent, ça va être plutôt ce qu'on appelle du reporting, donc s'assurer au quotidien que tout va bien, qu'on est bien sur nos objectifs. Si je fais une analogie, il conduit une voiture, il regarde dans le rétroviseur pour savoir ce qui se passe et il conduit sa voiture pour qu'elle se comporte bien sur la route. Exactement. Pour reprendre ton analogie, le data scientist, il va plutôt analyser où est-ce qu'on va et dire comment on peut y aller le plus vite possible et le plus rapidement possible. C'est une sorte de Waze, quoi. C'est une sorte de Waze. Il va utiliser toutes les données, non pas seulement pour faire le présent, mais aussi pour préparer l'avenir. Exactement. Ok, c'est très clair. Après, tu as dit qu'il y avait des différences entre data analyst et data scientist sur la partie outils utilisés. Est-ce que tu peux revenir là-dessus ? Alors, les data analysts vont plutôt être sur des outils d'analyse. Donc, ça peut être de l'Excel ou ça peut être du code pour certains data analystes. Et la data analyst que vous avez reçue lors du premier épisode parlait de SQL et de Python, qui sont les deux outils principaux qu'elle utilise. Donc, c'est vraiment des choses qui vont être utilisées par des data analysts. On va aussi avoir des outils de visualisation des chiffres, donc comme Tableau, etc., qui vont faire partie du quotidien de data analyst. Moi, mes outils au quotidien en tant que data scientist, ça va être des outils qu'on connaît plus globalement sous le nom d'intelligence artificielle. Je pense que tout le monde a au moins entendu ce terme-là. Pour reprendre l'idée de Waze, on va se servir de ces informations pour prédire des choses. Exactement. Prédire le temps d'arrivée, prédire le bon parcours, prédire le bon comportement. Exactement. Le Waze est un outil d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est ce que j'utilise au quotidien. Et concrètement, ce qu'il y a derrière ce terme, c'est des mathématiques. C'est des équations mathématiques qui vont pouvoir nous aider à faire des prédictions derrière. Et ça, c'est mon outil principal. On parle de machine learning, on parle de deep learning. Est-ce que tu peux expliquer ces terminologies ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, le machine learning, c'est concrètement des équations mathématiques qui vont se comporter en tant que modèle. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir appliquer ces équations mathématiques à des problématiques concrètes et de pouvoir, moi, en tant que data scientist, les optimiser pour avoir des modèles qui collent le plus à ce qu'on attend. Le deep learning, ça va être c'est une sous-catégorie du machine learning et ça va être en fait ce qu'on appelle un réseau de neurones. Par exemple, quand vous voyez un objet devant vous, vous avez soif, vous voyez un verre d'eau devant vous, votre cerveau va avoir plusieurs actions. Il va prendre toutes les données de la distance du verre d'eau à votre main, du chemin de la main la plus proche du verre d'eau et de comment bien apporter le verre d'eau à sa bouche pour pouvoir boire et donc ne plus avoir soif. Ça va être en fait différentes connexions de neurones qui vont se faire dans votre cerveau sur différentes applications et qui vont en fait marcher ensemble vers un but commun qui est boire ce verre d'eau. Et c'est ce que va faire le deep learning, c'est un réseau de neurones. C'est ce que tu fais pour Rakuten, c'est essayer de faire en sorte que plus personne n'ait soif. Exactement. Quand ils voient un produit qui les intéresse, quand il y a quelque chose d'intéressant à acheter, quand on veut essayer de montrer la diversité des produits qui sont présents. Exactement. Excellent, ça me semble plus clair, très clair même. On parlait de langage aussi, donc moi je vois dans les échanges qu'on a eus, on a parlé de Python, de R, de SQL. Ça, c'est des outils que et le data analyst et le data scientist utilisent. Exactement. Je pense que ce qui va diverger, ça va être le pourcentage d'utilisation des langages en tant que data analyst et en tant que data scientist. Moi, en tant que data scientist, mes principaux langages, ça va être Python. Python, c'est 90% de mon temps. SQL, c'est vraiment juste pour faire de l'extraction de données chez moi. Donc, ça va être plutôt 10%, là où un data analyst va avoir un ratio beaucoup plus important de SQL que de Python. Et chez les data scientists, Excel, ça n'existe pas. Non. C'est trop petit. On n'aime pas trop Excel. Alors, Laurélie, attention, QGP, la question gagne-pain. Est-ce que tu peux me dire combien ça gagne un data scientist ?
Alors, en sortie d'école, un data scientist va gagner entre 40 000 et 45 000 bruts. Et ensuite, les salaires vont beaucoup évoluer en fonction du type de data scientist, de la technicité, du type d'entreprise et aussi s'il y a du management ou pas dans le poste. Donc, c'est plus difficile de donner une fourchette à 2 ans, 5 ans. Est-ce qu'il y a une partie variable? Est-ce qu'il y a une partie incentive dans ce métier? On est incentivé sur les résultats qu'on obtient? Alors, potentiellement, moi, je le suis, par exemple, mais tout le monde ne l'est pas. C'est un peu plus difficile d'incentiver sur des résultats pour ce métier-là. Pourquoi est-ce que tu as choisi, Laurélie, ce métier de data scientist? C'était quoi le rationnel derrière tout ça? C'est forcément rationnel pour un data scientist. Ça a été très rationnel et ça s'est fait par étapes. J'ai d'abord été business analyst et en tant que business analyst, j'utilisais justement beaucoup Excel. J'ai été frustrée par l'idée de ne pas pouvoir utiliser et travailler avec autant de données que je voulais. Donc, j'ai appris à coder pour pouvoir justement avoir à gérer un plus gros volume de données. Et je suis donc devenue data analyst. Et une fois que je suis devenue data analyst et que j'ai commencé à apprendre à coder, je suis tombée dans le machine learning. J'ai adoré. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire le pas vers la data science. Et c'est comme ça que j'ai un peu évolué vers ce métier. Est-ce qu'on peut essayer de donner une sorte d'échelle du nombre de données, du volume de données qu'on peut utiliser quand on devient data scientist? On parle de combien de lignes sur Excel qui deviennent insuffisantes et qui permettent de passer à des étapes supplémentaires. Est-ce que ça, c'est chiffrable? Je pense pour Excel, ça va être, on va commencer à avoir des problèmes de manipulation à peu près, on va dire, 20 000, voire 100 000 lignes. D'accord. Pour moi, 100 000 lignes, c'est rien du tout aujourd'hui. D'accord. Donc ça veut dire qu'on est vraiment déjà à des données incroyablement importantes en volume. On pourrait, j'exagère, mais c'est un chiffre qui est plus proche de l'infini que du 100 000, on va dire. Donc pour tout ça, il faut des compétences forcément. Donc pour le métier de data scientist, c'est quoi les compétences requises pour le job? La première, ça va être les mathématiques. La deuxième, ça va être le code. Et enfin, la troisième compétence qui est un peu en option, mais qui a un plus, c'est une compétence métier en fait, bien comprendre le métier. Ouais, c'est-à-dire que pour pouvoir prédire, il faut quand même comprendre de quoi on parle. Exactement. Donc il y a quand même une notion de métier. On n'est pas data scientist hors sol, on est data scientist dans une entreprise qui répond à des questions, qui trouve des solutions pour répondre à des questions. Exactement. Et dans ces différentes composantes, comment tu les matérialises? On a dit mathématiques. Donc mathématiques, ça veut dire quoi concrètement, mathématiques? Comme je disais tout à l'heure, en fait, l'intelligence artificielle, c'est des maths, c'est des équations mathématiques. Donc, l'idée, c'est soit pour les data scientists qui sont plutôt dans la recherche, de pouvoir matérialiser ces mathématiques, écrire ces équations et pouvoir créer en fait des nouveaux modèles mathématiques à appliquer sur des problématiques business. Ou alors, il faut au moins comprendre, et c'est plus mon cas, comprendre ce qui se passe derrière chaque modèle, quels sont les types d'équations, quelles sont en fait les mécaniques mathématiques derrière chaque modèle, parce que c'est ça qui va me permettre d'optimiser mon modèle ou de bien savoir quel est le modèle qui va le mieux s'appliquer à une problématique donnée. Est-ce qu'on est déjà en train de parler d'algorithmes quand on parle de ça? Parce que c'est une question là aussi qui revient souvent parmi la communauté du gagne-pain. Complètement. En fait, un modèle, c'est un algorithme. D'accord. Donc ça veut dire que le modèle mathématique, il se concrétise par un mot qu'on entend tous, qu'on connaît tous, qui est algorithme. Exactement. C'est tout à fait ça. Est-ce qu'il y a une différence entre ce que tu imaginais en tant que métier de data science avant de le faire et ce que tu fais vraiment? Il y a une petite différence qui est sur le temps passé à la modélisation. J'imaginais que ça allait être quand même la majorité de mon temps. Et en fait, ça reste que 10% de ce que je fais, le reste étant du traitement de données, faire en sorte que la donnée puisse justement être utilisable pour un modèle. Ça veut dire que de temps en temps, tu sors de ton ordinateur ou tu es quand même une grande partie de la journée collé à l'ordinateur? Je suis une grande partie de la journée collée à mon ordinateur. D'accord. Et ça arrive d'en sortir un peu pour justement comprendre ce qui se passe dans l'entreprise et savoir que les modèles vont être efficaces pour l'entreprise, pour les gens avec qui tu travailles? Alors, avant chaque lancement de projet, on fait quand même des réunions avec les personnes qui sont impliquées dans ces projets. Si, par exemple, c'est un projet plutôt orienté client, je vais aller voir l'équipe qui est en charge de la fidélisation client pour comprendre quelles sont leurs problématiques, pour comprendre quels sont un peu leurs nœuds et pour voir, en fait, là où moi, je peux les aider plus particulièrement. Donc, il y a quand même un gros passage qu'on peut appeler audit, qui, moi, me parle parce que j'ai fait du conseil avant, de compréhension
des différents mécanismes métiers et de comment ça peut impacter ma modélisation derrière. C'est sur ça que tu vas déposer les modèles, en fait, sur la compréhension du métier sur lequel tu vas travailler. Exactement. Alors, en tant que data scientist, on fait quand même des erreurs. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été l'erreur dont tu te souviens et qui t'a marqué un peu dans ton métier ? Alors, c'était une erreur quand j'ai fait mon premier stage chez Canal+, où en fait, j'ai créé une dispute entre deux services parce que je ne me suis pas relue après avoir sorti des chiffres. Et donc, j'ai vraiment créé une petite dispute entre ces deux services par inattention, concrètement. Donc, tu te relis maintenant ? Donc maintenant, je me relis 3 ou 4 fois. Tu as des algorithmes pour relire ce que tu fais ou pas ? Non. Pas encore, mais c'est une bonne idée. Je vais travailler là-dessus. Y a-t-il une journée type et quelle est la journée type d'un data scientist ? Alors non, il n'y a pas forcément de journée type et c'est aussi pour ça que j'aime ce métier. Moi, j'ai pas de jours qui se ressemblent. Ça va dépendre de l'état de mes projets et ça va dépendre du besoin présentement. Il y a une question qui revient souvent dans la communauté du gagne-pain pour les jeunes qui nous écoutent et qui veulent choisir leur métier dans le digital. C'est l'utilisation de l'anglais. Et quelle est l'utilisation de l'anglais chez Rakuten quand on est data scientist ? Alors, on a 2 utilisations. La première, c'est, on va dire, une utilisation communautaire. Et la deuxième, ça va être une utilisation d'entreprise parce que chez Rakuten, on est uniquement en anglais. Donc, quasiment tous nos échanges se font en anglais. Mais pour revenir plus sur l'aspect communautaire, le métier de data scientist et les métiers de la data en général se caractérisent par une communauté très soudée qui échange beaucoup sur certains forums et le langage en fait, d'échange principal, c'est l'anglais. Donc l'idée est quand même de le comprendre et de pouvoir échanger quelques mots en anglais. Donc l'anglais, c'est un peu la langue maternelle du data scientist. Sans aller jusqu'à la langue maternelle, on peut très bien comprendre et pas forcément le parler. Mais en tout cas, c'est une langue clé pour le data scientist. Quelles sont les bonnes formations pour devenir data scientist ? Et toi, est-ce que tu continues à te former régulièrement ? Alors moi, je n'ai pas forcément un parcours typique de data scientist, puisqu'on retrouve plutôt des profils d'ingénieurs dans ces métiers-là, parce qu'il y a quand même une grosse propension aux mathématiques. Et donc, c'est plutôt ces profils qu'on va retrouver. Mais tous les chemins mènent à Rome. Et aujourd'hui, avoir un profil un peu plus business, ça m'aide au quotidien. Donc je ne peux que conseiller de passer par ce chemin-là pour ceux qui sont intéressés. Donc, pour résumer, ça peut être soit un parcours qui vient d'une école d'ingénieur, soit un parcours qui vient d'une école de commerce. Oui, ou un parcours qui est très axé mathématiques. Très axé mathématiques, commerce, mais mathématiques forcément si on veut y arriver. Exactement. Et toi, est-ce que tu continues à te former ? Comment ça se passe ? On continue à se former en permanence, comme dans beaucoup de métiers, dans le métier de data scientist ? Alors, ce qui est génial aussi avec mon métier, c'est que le métier que je fais aujourd'hui, ce sera pas le même que dans 6 mois ou dans 2 ans parce que c'est un métier qui est en constante évolution. Donc, je suis toujours obligée de me mettre à jour. Et pour ça, il y a plusieurs moyens. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet, il y a beaucoup de certifications, mais j'ai aussi la chance de travailler avec d'excellents data scientists chez Rakuten qui me partagent un petit peu leurs avancées et ce qu'on appelle leurs best practices qui me permettent de continuer à me former continuellement. On parlait de certification professionnelle. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus et nous expliquer quelles sont les certifications professionnelles qui sont utiles pour être data scientist ? Alors, il y en a énormément sur le marché. Ça va dépendre du niveau de base, ça va dépendre des attentes, ça va dépendre de plein de choses. Si tu devais en choisir 3. Moi, celle que j'aime bien, c'est celle d'IBM, qui est vraiment pour les débutants de la data science. Donc, pour ceux qui n'ont pas forcément de connaissances préalables, je trouve que c'est une formation qui est très intéressante. Donc, IBM Data Science Professional Certification, c'est ça ? Exactement. OK, ça, c'est la première. La deuxième, ça va être pour ceux qui ont déjà un petit peu plus de bouteilles en data science et qui veulent se focaliser sur le deep learning. Il y a un cours de deep learning sur Coursera qui est particulièrement bien fait, donc je ne peux que conseiller aussi. D'accord, ça c'est la deuxième. Et il y en avait une troisième. Et la troisième, ça va être une certification Google Cloud, puisque en tant que data scientist, on utilise beaucoup le cloud. C'est-à-dire qu'on met ses données dans les nuages. On met ses données dans les nuages et on fait tourner ces modèles dans les nuages aussi. Donc on a beaucoup la tête dans les nuages.
et la certification Google Cloud nous aide à naviguer. Laurélie, c'est quoi le mode de vie d'un data scientist, ou plutôt comment est-ce qu'on travaille à distance, au bureau, quand on est data scientist ? Alors, on peut complètement travailler 100% à distance. Tout est fait dans ce métier. C'est un métier du digital, donc tout est fait pour pouvoir travailler à distance si on le souhaite. Moi, personnellement, j'aime bien l'idée un peu hybride parce que ça me permet d'être à côté d'équipes métiers et donc du coup d'être au plus proche des problématiques sur lesquelles je travaille. Mais tout est envisageable avec ce métier. Y compris quand on manipule des volumes de données considérables, on peut faire ça depuis chez soi. De toute façon, tout est dans les nuages. Tout est dans le cloud, donc on peut faire ça. On n'a rien sur son ordinateur, en fait. On n'a rien sur son ordinateur. Laurélie, quels seraient tes conseils pour ceux et celles qui nous écoutent et qui voudraient devenir data scientist ? Tout d'abord, lancez-vous, parce que c'est quand même, de mon point de vue très objectif, le plus beau métier du monde. Donc lancez-vous. Et plus sérieusement, c'est un métier qui paraît un peu une montagne parce qu'il faut apprendre le code, il faut parfois se remettre aux maths, etc. Mais c'est aussi un métier où on a des petites récompenses assez rapidement parce qu'avec 2-3 lignes de code, on peut faire des choses assez chouettes. Donc lancez-vous. Donc il faut quand même, dans tes conseils, tester son aptitude à faire du code, tester son aptitude aux mathématiques. Il ne faut pas être hermétique à tout ça si on veut se lancer. Oui, ça c'est une évidence parce que c'est quand même 100% de mon temps, le code et les maths. Donc si c'est pas forcément ce qui nous botte, ça peut être un petit peu plus compliqué quand même. Laurélie, est-ce que tu pourrais conseiller à ceux qui nous écoutent des films, des séries, des livres, des podcasts sur ce métier de data scientist et comment l'approcher un peu avec de la culture ? Pour l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui fascine un peu l'industrie du film et des livres, donc quand même beaucoup de films autour de ça. Moi, personnellement, j'ai 2 films que j'aime beaucoup. Le premier qui s'appelle The Imitation Game, qui est sur Alan Turing, qui est en fait le père du machine learning, puisqu'il a créé une machine sous l'Allemagne nazie pour décrypter les messages secrets que s'envoyaient les Allemands. Très beau film, très intéressant. Avec Benedict Cumberbatch. Très bien. Deuxième film ? Et le deuxième film, c'est Le Stratège en français et Moneyball en anglais, avec Brad Pitt. Donc aussi un très très beau cast qui parle de baseball et surtout de l'utilisation de statistiques pour améliorer ses performances et pour aller beaucoup plus loin dans le jeu. Les statistiques qui font partie de la grande famille de la data science, mais on pourrait aussi imaginer des modèles de machine learning pour être encore plus pertinents finalement. C'est très bien ces 2 exemples parce qu'on est assez loin de l'image de l'intelligence artificielle. On est assez concret dans ces deux exemples-là. Laurélie, en conclusion, qu'est-ce que tu souhaiterais ajouter, encore une fois, pour aider ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de devenir data scientist ? Encore une fois, lancez-vous. C'est le plus beau métier du monde, donc allez-y. Ça donne envie, hein, franchement. Si j'avais le choix, peut-être qu'aujourd'hui, je ferais ce choix en écoutant tes conseils. Est-ce qu'il y a des évolutions possibles et quelles sont les évolutions que tu envisages aujourd'hui dans ce métier ? Pour moi, il y a un peu 2 évolutions sur ce métier. Il y a une évolution qui sera plutôt technique, donc aller plus loin dans mes compétences techniques, et on peut toujours aller plus loin dans nos compétences techniques avec ce métier-là. Et la deuxième, ce serait plutôt une évolution managériale, donc avoir une équipe de data scientists ou d'experts de la donnée avec qui travailler. Excellent. Laurélie, merci beaucoup. De rien, merci à vous. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.